on a cette manie de vouloir absolument coller une étiquette sur le moment qu'on est en train de vivre. Ère du numérique, post-vérité. Mais et si cette habitude, au fond, loin de nous éclairer, nous empêchait de vraiment comprendre notre propre temps? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble. Allez, on commence par ça, par cette habitude qu'on a toutes et tous, vouloir à tout prix donner un nom à notre époque. On les entend partout, ces termes, dans les médias, dans les livres. Ils ont l'air tellement évidents, mais si en réalité ils étaient profondément trompeurs, s'ils nous cachaient l'essentiel. Voilà, c'est ça la question centrale qui va nous guider. Parce que cette manie de vouloir découper l'histoire en belles tranches bien nettes, eh bien c'est peut-être ça le principal obstacle pour comprendre ce qui nous arrive. Et cette habitude de tout vouloir mettre dans des cases, elle a un nom. Et elle a une histoire philosophique bien plus profonde qu'on ne l'imagine. On va plonger dans ce qu'on appelle la pensée épocale. Voilà le concept clé qu'on va remettre en question. C'est ce que le philosophe Gabriel Rockhill nomme la pensée épocale. C'est cette idée, cette croyance qu'un seul mot, une seule grande idée, comme l'ère de l'information, pourrait suffire à résumer toute la complexité d'une période. Et pour comprendre d'où vient cette façon de penser, il faut faire un petit détour par un certain Michel Foucault. Lui, il était passionné par ce qu'il appelait l'ontologie de l'actualité. Une façon un peu savante de poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ? Foucault, il a carrément retracé l'histoire de cette question. Pour lui, tout commence à un moment très précis, avec le philosophe Emmanuel Kant en 1784. C'est là, selon Foucault, que la philosophie aurait commencé à se regarder dans le miroir en se demandant « mais au fond, qu'est-ce qui rend notre aujourd'hui si différent d'hier ?» Et à partir de là, Foucault, il dessine une sorte de champ de bataille intellectuelle. D'un côté, il y a ceux qui adoptent cette attitude moderne, cette remise en question permanente, et de l'autre, il y a ceux qui résistent, qui s'y opposent. C'est ce conflit, pour lui, qui définirait toute la modernité. Ok, mais et si ce modèle était trop simple? Si l'histoire n'était pas juste une ligne droite, mais quelque chose de bien plus riche, de bien plus complexe? C'est maintenant qu'on va essayer de déconstruire cette vision pour la remplacer par une image en 3 dimensions. Et voici l'alternative que propose Rockhill. Au lieu d'une simple ligne du temps, il nous invite à penser l'histoire en 3D. Imaginez un bâtiment. Le temps, ce sont les étages. La dimension verticale, ça on connaît. Mais il y a aussi l'espace, la superficie de chaque étage, la dimension horizontale. Et enfin, les pratiques. C'est toutes les différentes activités qui se passent dans chaque pièce, en même temps. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le fameux Zeitgeist, cet esprit du temps qu'on cherche désespérément à définir, il n'existerait pas. Ce serait un mirage. La réalité, elle, est beaucoup, beaucoup plus fragmentée et désordonnée. Alors, maintenant qu'on a cette nouvelle grille de lecture en tête, retournons à l'affirmation de Foucault. Est-ce que Kant a vraiment été le premier à se poser cette question sur le présent ? C'est là que le beau récit bien ordonné de Foucault commence un peu à se fissurer. Un petit voyage dans le temps s'impose, vous allez voir. Enfin, on va voir. Plus de 180 ans avant Kant, Shakespeare, dans Hamlet, disait déjà que le but du théâtre était de tendre un miroir à sa propre époque. C'est pile le genre de réflexion sur l'actualité que Foucault attribuait à Kant comme étant une nouveauté. Et ce n'est pas tout. Autre exemple, en 1709, le philosophe Vico compare noir sur blanc sa propre époque à celle des anciens. Il cherche concrètement à définir la différence entre son aujourd'hui et leur hier. Il cherche concrètement à définir la différence entre son aujourd'hui et leur hier. Et enfin, Rousseau. En 1750, il décrit une attitude critique quasi identique à celle que Foucault prêtait à Kant, avoir le courage de s'arracher aux opinions de son siècle. Le constat est assez clair. Le point de départ de Foucault n'était pas un événement unique. C'était une question qui hantait déjà l'Europe depuis bien longtemps. Bon, alors si on abandonne les époques bien rangées, les chronologies toutes simples, on fait comment ? Quels outils peut-on utiliser pour penser notre présent si complexe ? La toute première étape, c'est de changer de vocabulaire. Au lieu de parler d'une époque bien figée, on pourrait parler d'une phase, quelque chose de plus fluide. Un événement ponctuel devient une transformation métastatique, une idée qui se propage de manière inégale. Et la quête impossible du Zeitgeist est remplacée par un outil bien plus concret, la saisie topologique. Et c'est ça, le point absolument crucial. Au lieu de chercher le titre parfait, le slogan unique pour notre époque, l'objectif devient de créer des cartes. Un peu comme un géographe en fait. Des cartes qui montrent comment différentes pratiques, différentes idées, différentes forces coexistent, s'ignorent ou s'affrontent au même moment et au même endroit. Et la conclusion de tout ça, elle est assez radicale. Il n'y a pas un seul présent. Le présent d'un trader à Wall Street n'est pas le même que celui d'un moine bouddhiste au Tibet. On vit toutes et tous dans des présents différents.
qui se chevauchent, oui, mais qui ne se résument jamais à un seul. Et ça nous amène à une pensée finale, un peu vertigineuse. Comprendre le présent, ce n'est pas trouver son essence cachée, sa vérité unique. C'est accepter qu'il n'y en a pas. Au fond, c'est une invitation non pas à trouver l'étiquette parfaite, mais à devenir les cartographes de notre propre complexité.